Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre événement de débriefing du CES de Las Vegas, édition 2022. Je suis Fabrice Marcellin, je suis le CEO du Village by CA. Bonjour, je suis Thomas Benaïm, le COO du Village by CA à Paris. Alors, on va parler du CES de Las Vegas. Alors, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de représenter ce qu'est le CES de Las Vegas. J'imagine qu'un grand nombre d'entre vous connectés en tout cas à cet événement connaît d'ores et déjà le CES. Mais bon, on va peut-être faire juste quelques mots d'introduction. C'est un événement qui a été créé en 1967, d'ailleurs qui a démarré non pas à Las Vegas, mais à New York. C'est le salon mondial de l'événement de l'électronique grand public, mais aussi depuis quelques années, c'est aussi le salon qui accueille un grand nombre de constructeurs automobiles et a su s'imposer également sur la scène du numérique et des startups. Alors, peut-être pour comprendre comment fonctionne le CES, on a trois grandes zones. La première d'entre elles, c'est le Convention Center. C'est la zone, j'allais dire, quasiment la plus connue, la plus médiatisée, bien souvent, par la presse française et même internationale. C'est là où on va retrouver tous les grands acteurs de l'électronique grand public, tels que les Samsung, les LG et désormais également les constructeurs automobiles. Deuxième lieu important aussi du CES, et c'est celui qui nous intéresse le plus quand on est le Village by CA et quand on accompagne des startups, c'est la zone qu'on appelle l'Eureka Park, qui est dans un hôtel qui s'appelle le Venetian. Et c'est là où on va retrouver toutes les startups qui n'ont pas encore mis en marché leurs produits, qui n'ont pas encore mis en marché leur innovation et qui devraient le faire dans les 3 à 6 mois post-CES. Et dernière zone qui me semble aussi important à partager avec vous, c'est l'étage juste au-dessus qu'on appelle le Sands. En fait, ce sont des startups qui ont grandi, qui ont déjà fait 2 ou 3 CES et qui, cette fois-ci, commencent à croître, ont trouvé leur marché et se développent très rapidement. On peut citer quelques exemples de marques très connues, telles que Parrot ou WeThings, par exemple. Mais avec Thomas, en tout cas, on vous a concocté des exemples de startups qui, selon nous, incarnent bien les grandes thématiques de cette année. Mais juste avant d'aller sur ce sujet-là, je voulais partager quelques chiffres avec vous. Alors, quelques chiffres, notamment sur l'édition de cette année. Alors, rappelez-vous, la dernière édition s'est faite en physique, on va dire en janvier 2020. 2021, c'était du full digital. Cette année, on est dans un mode un petit peu hybride. Alors, un hybride assez particulier. Certes, on avait le lieu physique où les exposants pouvaient présenter leurs produits. On avait bien sûr le digital avec cette capacité à aller sur les sites internet pour rencontrer les startups. Peut-être la nouveauté de cette année, c'est que certaines startups étaient également présentes dans le métaverse. Regardez les chiffres qu'on vous présente là. 2300 entreprises cette année versus 4000 en 2020. 800 startups versus 900. Donc, ça montre que cet événement est un événement extrêmement, en tout cas je pense, important pour les startups. Elles ont fait l'effort d'être là, de gérer cette incertitude quant à savoir si cet événement allait se faire ou pas. Je vous rappelle juste le contexte. Fin décembre 2021, c'était ça. On se posait tous la question de savoir si l'événement aurait lieu. On attendait tous le discours d'ailleurs de Joe Biden, je m'en souviens très bien. Beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux avec l'ensemble de la French Tech. Qui y va pas, qui a réussi à passer le test du Covid négatif. Voilà, donc beaucoup de désistements d'ailleurs à cette époque de grands groupes. Rappelez-vous, LG a très rapidement fait part de sa non-présence sur place, mais également les géants du web n'étaient pas présents. Les startups ont fait l'effort d'être présents. C'est elles qui ont fait le show encore une fois cette année, voire même un report d'ailleurs des visiteurs sur les autres stands vers le stand des startups où là, du monde était présent pour faire leur présentation. Juste, les startups françaises, c'était encore la deuxième délégation la plus fortement représentée après les États-Unis. Donc autant vous dire que c'était plutôt la première représentation finalement en masse. Les autres pays d'ailleurs ont tendance à copier la France. De nombreux pays ont fait leurs stands tels que l'Italie, l'Israël et le Néderlande notamment. 23 entreprises françaises ont été nominées aux Innovation Awards de cette année. Alors parmi celles-ci, 2 sont des grands groupes, les autres sont toutes des startups. Voilà ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire. Donc l'autre inquiétude que l'on avait également, c'est de dire, bon bah ok, si on a réussi à arriver au CES de Las Vegas, encore faut-il s'assurer qu'on avait aussi des visiteurs. Et donc on vous a ramené quelques images. Alors en comparant, alors, on n'est pas dans le même angle de vue, mais c'est assez représentatif de ce qu'on a ressenti sur place. Donc ça, c'est le jour 1, entrée de l'Eureka Park.
2020-2021. 2020, c'était comme si on avait 50% sur le Nutella, un raz-de-marée de personnes qui courent quasiment alors là, pour aller à la rencontre des startups, comme si ces startups allaient partir. Jour 1 2022, on voit que c'est plus clairsemé. Néanmoins, les visiteurs étaient présents, c'est vrai. Ça avait un avantage, je vous l'accorde, c'est qu'on avait plus de facilité à circuler dans les stands, d'autant plus que les organisateurs avaient élargi l'ensemble des allées. Et autre élément, me semble-t-il, important quand on va à la rencontre des entrepreneurs, c'est aussi de prendre son temps, de pouvoir échanger avec chacun d'entre eux et surtout, quand c'est possible, en tout cas, de pouvoir utiliser, tester les produits qui nous sont proposés. Alors, on a posé la question d'ailleurs, on a rencontré sur place Clara Chapaz, que vous connaissez, qui est la directrice de la French Tech. La question qu'on lui a posée avec Thomas était de savoir si, après 7 ans de présence de la French Tech au CES de Las Vegas, s'il était encore utile de s'y rendre. Je vous propose d'écouter sa réponse. Alors le CES, c'est vraiment un moment phare pour la French Tech pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de visibilité. Voilà, on arrive avec les 140 startups cette année, on a un des plus gros stands, donc on fait résonner la marque French Tech et on permet à chacune de ces startups de pouvoir bénéficier de cette visibilité. La deuxième, c'est que c'est un moment très important d'échange. On a eu beaucoup d'échanges digitaux, mais finalement, un échange humain, ça peut changer la trajectoire d'une startup. Que ce soit des échanges avec des clients potentiels, avec des investisseurs potentiels. On voit qu'il se passe ici ce genre de relations très importantes pour la vie d'une startup. Et pour finir, c'est un moment finalement d'émulation collective. On voit tout ce qui se passe ici, rassemblé en un seul endroit. On peut regarder les autres innovations de ce secteur et ça, c'est assez unique dans la vie d'une startup aussi. Alors les grandes tendances de cette année sont comme chaque année finalement le reflet du contexte économique, sanitaire, politique, technologique du moment. Et c'est encore le cas cette année. Vous ne serez donc pas étonnés si nous parlons de start-up santé, agri-développement durable, ville intelligente, mobilité. Probablement une version du CES avec moins de show-off dans les produits présentés, avec, espérons-le, moins de vaporware, ces fameux produits concepts annoncés mais jamais commercialisés. En somme, une version plus pragmatique du CES, avec davantage d'innovations qui, nous l'espérons, verront le jour. Commençons tout de suite par la Health Tech. Alors la Health Tech, finalement, c'est comme chaque année, c'est un domaine qui est très bien représenté au CES. La santé occupe toujours une place importante depuis, et encore plus depuis la pandémie. Pour preuve, les innovations santé sont d'ailleurs exposées au sein de l'espace principal du salon, là où on trouve habituellement les grands acteurs de l'électronique grand public. Outils de mesure du stress, masques, tests de dépistage Covid via des capteurs électroniques, initiatives pour améliorer la qualité de l'air, l'enjeu est la bonne santé physique et mentale des individus. On va vous présenter quelques exemples de startups qui ont retenu notre attention sur cette thématique. Commençons tout de suite par Graphil. Alors Graphil, c'est une start-up grenobloise qui a fait sensation cette année. Elle est d'ailleurs primée par le Consumer Electronics Show pour sa bandelette de tests numériques, le test NPass, un test antigénique numérique sans pile pour le dépistage sur le terrain de virus à l'aide d'un smartphone en 5 minutes. Plus globalement, Graphil cherche à digitaliser le suivi des patients et la détection des maladies en temps réel, afin de favoriser le développement de la télémédecine notamment. Leurs différents produits s'appuient sur une nouvelle génération de biocapteurs numériques issus du graphène. Autre produit phare de la marque qui était présenté durant le salon, c'est un produit qui s'appelle WandLab. C'est un patch électronique pour le suivi médical à distance des processus de cicatrisation des plaies. La mesure et la mémorisation des paramètres biométriques de la plaie a lieu en continu sans avoir à ouvrir le pansement. Les médecins et les infirmières peuvent ainsi suivre à distance l'évolution de la cicatrisation des plaies et être alertés à un stade précoce en cas d'infection pour prévenir toute complication. Au final, l'objectif pour Graphil de sa présence sur le salon, c'était surtout de chercher des financements liés à l'industrialisation de ces produits. Seconde start-up qu'on souhaitait vous présenter, c'est Sugar AR. Alors, l'utilisation de la réalité augmentée va révolutionner la pratique de chirurgie mini-invasive dans les années à venir. Et en permettant au chirurgien de visualiser sur son écran de colioscopie les tumeurs à resséquer et les éléments à ne pas léser, Sugar AR rend son geste plus sûr, plus rapide, plus efficace. Atout non négligeable pour cette start-up, leur solution de réalité augmentée est plug and play et permet de créer un modèle de 3D de l'organe à partir de l'image préopératoire.
Elle ne nécessite en outre aucun matériel de chirurgie endoscopique supplémentaire et a déjà été expérimentée sur plus de 50 patients. La jeune société clermontoise, spécialisée dans la réalité augmentée donc en chirurgie colioscopique, vient de conclure son premier tour de table pour 1,75 million d'euros. Comment améliorer le quotidien des aveugles lorsqu'ils se déplacent? C'est tout l'enjeu de biped.ai. Excusez-moi, tout l'enjeu de biped.ai, ce premier copilote intelligent pour personnes aveugles et malvoyantes. Alors, plusieurs secondes à l'avance, biped.ai prédit votre environnement, génère un retour audio intuitif, et leur solution est inspirée d'ailleurs par les véhicules autonomes. Il s'agit d'un petit harnais qui se porte sur les épaules et grâce à ses caméras 3D, Biped identifiera les objets et les obstacles environnants, prédira leur trajectoire et filtrera les informations les plus importantes. Le copilote propose des indications sonores à son utilisateur via un casque ou des écouteurs connectés à l'appareil. Bien évidemment, cet appareil se porte en complément de la canne et pas en substitut de la canne. Chaque année, et ça c'est important de le savoir, chaque année, des tonnes de denrées sont jetées à cause des cas de contamination. Ce qui engendre des conséquences financières et d'image pour les transformateurs alimentaires. En moyenne, avec la solution de Direct Analysis, un retrait alimentaire par jour pourrait être évité grâce à la rapidité, la fiabilité de leur innovation. Concrètement, la start-up simplifie, accélère et sécurise l'extraction d'ADN pour la détection de micro-organismes. Alors, le système de détection de Direct Analysis est un système de détection de bactéries qui se présente sous la forme d'une puce microfluidique et permet de réduire par 4 le temps de détection des tests existants, soit passer de 22 heures à 6 heures dans la détection grâce à ce système de détection. Et ainsi d'identifier plus tôt les contaminations sur les lignes de production, d'éviter de potentielles infections chez l'homme et de réduire les rappels et les pertes de produits alimentaires. On estime que le marché mondial est de plus de 3,5 milliards d'euros en 2025. Startup suivante, c'est AlgoCare. Alors AlgoCare, c'est une startup coréenne qui propose une des premières plateformes de NAS, Nutrition as a Service, en fournissant des nutriments alimentaires personnalisés et adaptés à chaque individu, en analysant vos données de santé. Bref, un bon complément de tous vos appareils connectés qui vous permettent déjà de suivre votre activité. Et à minima, vous serez tout à fait prêt pour vivre dans les capsules habitables présentées au sein de l'espace Space Tech du salon. Alors, je ne sais pas si elle nous fait rêver, cette start-up, Thomas, parce que moi, je vais parler de l'agriculture et notamment de l'agritech. Alors, je ne sais pas si on a tous envie de manger des pilules. En tout cas, le sujet de l'agriculture, quel est-il encore une fois cette année? Il est fortement empreint, en tout cas, de la robotisation, autonomisation, intelligence artificielle. En fait, les constructeurs développent une nouvelle génération de machines de plus en plus autonomes afin de faire quoi? Afin de permettre finalement à ces agriculteurs de mieux jongler avec la pénurie de main-d'œuvre, le changement climatique et puis aussi la protection de l'environnement. Donc la première start-up qui a retenu notre attention avec Thomas, c'est une start-up française, une start-up de Toulouse qui s'appelle Nayo Technologies. Alors on vous a mis des petites images de l'un des robots en tout cas qui a été présenté cette année. Nayo Technologies, une start-up qui est une start-up toulousaine, mais aussi qui déploie de plus en plus ses robots dans le monde et notamment aux États-Unis, était représentée lors du CES, notamment la filiale américaine. Alors, elle répond à quel problème cette start-up? En fait, dans le monde de l'agriculture, les problématiques de main-d'œuvre et le besoin de réduire l'usage des pesticides sont des problématiques majeures, vous l'avez compris. Et donc, avec ces robots autonomes, qui portent tous des petits noms, hein, c'est Oz, Dino, Ted. En fait, notre start-up Nayo cherche à répondre à ces enjeux pour une production agricole durable et en phase, bien sûr, avec les hommes et l'environnement. D'ailleurs, elle-même se décrit comme étant la Tesla de la robotique agricole. Alors, on va savoir si Tesla est réellement un modèle à suivre, mais ça, je ne fais que citer la start-up. En tout cas, à Las Vegas, cette start-up est venue présenter aux Américains son robot TED. Alors, le robot TED, ce n'est pas celui qu'on voit là, puisqu'il n'était pas possible de l'emmener sur les stands. C'est un robot qui enjambe les pieds de vigne pour désherber le sol et faire tout seul demi-tour sur au bout de la parcelle.
Ils ont aussi un petit robot, donc c'est celui qui est en démonstration actuellement et vous voyez se déplacer sur les allées. C'est un assistant agricole, il s'appelle Ose, il a fait aussi le buzz, Ose, puisqu'il peut biner, désherber, tracer des sillons. Voilà, tous sont équipés de capteurs laser, caméras ou palpeurs, permettant en fait au robot d'appréhender son environnement. Ils peuvent connecter également les données utiles pour les mettre à disposition de l'exploitant. Cette startup Nayo, on en est forcément très fiers puisqu'elle a fait l'objet d'un Innovation Award et elle a été fortement remarquée. Elle a été notamment bien médiatisée par les médias américains avec un reportage de Fox News directement sur son stand. La deuxième start-up dans le monde de l'agriculture, ce n'est pas une start-up, puisque l'innovation, elle n'est pas bien sûr uniquement portée par les start-up. Il s'agit là de John Deere. John Deere, donc là, l'un de ces l'un de ces tracteurs qui est l'un de ces tracteurs les plus connus. Alors, sachez que, en fait, John Deere, à l'occasion du CES de Las Vegas, a dévoilé son tracteur autonome. Et d'ailleurs, cette présentation fait notamment suite au rachat par John Deere, c'était en août 2021, de la société Bear Flag Robotics, qui est une société qui est spécialisée dans l'autonomisation, ce qui n'est pas simple à dire, des véhicules. C'est une acquisition d'ailleurs de 250 millions de dollars qui visait à renforcer en fait les compétences de John Deere dans le domaine de l'automatisation des machines agricoles, puisque cette start-up, justement, elle avait cette solution pour automatiser les tracteurs déjà en circulation. Donc ça, c'était un vrai plus. Dans le dernier engin présenté par John Deere, en fait, c'est un engin qui combine à la fois son tracteur qui est le plus connu, le plus populaire, le 8R, une charrue, un GPS et des nouvelles technologies. Et finalement, pour l'agriculteur, plus besoin d'être en cabine, ni même sur le champ en fait. L'agriculteur, comment ça se passe ? Il contrôle tout depuis son smartphone. Et en fait, une fois que la machine est conduite sur la parcelle, l'agriculteur doit simplement faire le tour de sa machine pour s'assurer que tout est en place et qu'il peut la démarrer en effleurant tout simplement son téléphone. Donc ce tracteur est équipé de 12 caméras, de capacité bien sûr d'intelligence artificielle, ça semble évident mais autant le dire, et l'engin en fait s'arrête automatiquement dès qu'il aperçoit un obstacle et envoie notamment un signal. Il est disponible malheureusement pour nous en Europe uniquement aux États-Unis pour l'instant. Voilà, voilà ce qu'on pouvait vous dire déjà sur John Deere. Et maintenant, peut-être une autre start-up dans le monde de l'agritech dont j'aimerais vous parler. Donc là, c'est vraiment une start-up française cette fois-ci. C'est la start-up Seatiris. Alors, c'est une alternative biologique aux insecticides pour protéger les cultures des ravageurs. Alors, comment ça fonctionne hein ? Alors déjà, c'est une start-up qui a été primée, et notamment parce qu'en fait, elle va répondre à ces problèmes de récolte que l'on constate avec ces fruits qui sont saccagés à cause des mouches, notamment fruitières, qui finalement vont pondre en fait des larves dans les fruits. Et donc chaque année, ce sont des centaines d'espèces de mouches de fruits qui ravagent des cultures fruitières dans le monde et en particulier aux États-Unis. Donc d'où l'intérêt pour elle de présenter son innovation sur ses stands. Ces mouches qui pondent leurs œufs dans les fruits mûrs empêchent le développement et leur consommation. La start-up d'ailleurs parle de 10 milliards de pertes annuelles sur le secteur arboricole et près de 25% des ventes annuelles des agriculteurs sont perdues chaque année à cause de cette dévastation. Donc, leur principe, c'est quoi ? Ils ont conçu un dispositif de biocontrôle, alors push and pull, alors ça veut dire quoi ? En fait, la start-up utilise tout simplement des odeurs répulsives. En les pulvérisant sur les cultures, elle obtient une barrière anti-ravageur et qui agit comme un leurre en fait, auprès des femelles pondeuses. En plus, la start-up ensuite a mis en place un système attractif qui lui vise à attirer en fait ces mouches sur d'autres parcelles pour éviter justement de venir contaminer ces champs de culture. Et donc à l'occasion du CES, cette start-up a dévoilé l'ensemble de son dispositif qui est un système donc, de piégeage autonome qui permet d'attirer ces ravageurs. Elle a été primée d'un Innovation Award pour cette innovation présentée cette année. Elle n'est pas encore en commercialisation, si je ne me trompe pas, elle va bientôt commercialiser. C'est prévu d'ailleurs si les tests grandeur nature sont positifs en 2023. Alors, passons maintenant aux questions de sustainability. Ces questions environnementales, finalement, elles sont toujours présentes au CES, mais souvent peu visibles. Par essence, le monde de la tech incite à consommer toujours davantage, malgré des velléités éco-responsables. Toutefois, cette année, il semble y avoir une mise en avant plus importante de cette thématique, avec de nombreuses initiatives primées et dédiées à cette thématique, notamment autour de la gestion de l'énergie. Donc, commençons tout de suite par Yolk,
Yolk est une innovation de la jeune pousse coréenne Solar Cow qui veut fidéliser les enfants à l'école en installant une station de recharge en électricité en forme de vache devant les écoles de pays en voie de développement. Ces structures sont composées d'un panneau solaire et alimentent plusieurs petites batteries en forme de tétine que les enfants peuvent ramener dans leur foyer chaque jour après les cours. Ces batteries permettent ainsi d'alimenter la maison en électricité jusqu'au lendemain, où les enfants doivent donc retrouver les bancs de l'école pour les recharger à nouveau. Vous l'aurez compris, il s'agit vraiment d'inciter les parents à scolariser leurs enfants à travers cette innovation. Seconde start-up, qui n'est pas d'ailleurs une start-up, mais second projet qu'on souhaitait vous présenter, c'est un projet de la société Doosan. Alors, en gros, ce qui est assez intéressant, c'est que l'électrique est à peine arrivé que l'hydrogène pointe déjà le bout de son nez, avec la présentation de la station de recharge Trigen de Doosan. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas Doosan, juste petite précision, Doosan est un conglomérat sud-coréen, un chaebol pour les initiés, spécialisé dans les bâtiments, les travaux publics, l'armement et l'industrie lourde. Les principaux concurrents de Doosan, c'est Alstom, Siemens et General Electric. La problématique, elle est simple. Actuellement, les chargeurs de véhicules électriques ne peuvent pas alimenter les véhicules à hydrogène et les chargeurs à hydrogène ne peuvent pas recharger les véhicules électriques. Eh bien, la station Trigen de Doosan permet de le faire et c'est une réelle évolution qui demain devrait nous amener à avoir des stations qui sont en capacité de recharger selon les différents modes d'énergie utilisés. Ce troisième projet qu'on souhaitait vous présenter, c'est les purificateurs d'air de Caltech. Alors, très grosse tendance cette année, les purificateurs d'air. La pandémie a favorisé clairement le développement de nouveaux produits qui attirent probablement une toute nouvelle clientèle. Et l'entreprise japonaise Caltech a donc développé la première gamme de produits au monde utilisant la technologie photocatalytique pour purificateurs d'air. Et contrairement aux filtres traditionnels, aux filtres conventionnels couramment utilisés, ces technologies absorbent et décomposent instantanément les virus, les bactéries et les mauvaises odeurs grâce au pouvoir oxydant de la lumière LED avec un filtre réutilisable. C'est toi qui respires là, qu'on voit sur la photo? Alors c'est moi qui respire tout à fait sur la photo et alors, pour être tout à fait honnête, c'est super efficace. Ils avaient mis on va dire une vitre avec un fromage qui ne sentait pas particulièrement bon dans un des baquets et le second utilisait le purificateur d'air de Caltech et honnêtement ne sentait rien du tout. Projet suivant, j'enchaîne avec l'énergie qui est clairement au cœur des débats en ce début d'année, et notamment avec Ocean Grazer qui tente de résoudre l'énorme défi d'équilibrer l'offre et la demande du marché de l'électrique offshore en raison de la production intermittente de l'énergie éolienne. Alors cette start-up néerlandaise propose donc une solution de stockage d'électricité pour les éoliennes en mer. Et grâce à un système de poches sous-marines et de turbines, cette entreprise permet aux éoliennes de continuer à produire de l'électricité même sans vent. Et en cas de besoin, la pression exercée par l'océan sur ces poches permet de faire passer de l'eau à travers le système, générant ainsi de l'électricité. Cette start-up a attiré pas mal de monde et a été primée également dans le cadre du salon, mais elle a fait assez sensation durant le CES. Finissons cette thématique par le cloud. Demain, les centres de données utiliseront 20% de toute l'électricité disponible, ce qui aura un impact massif en termes de CO2, égal à celui des industries de l'aviation, du transport maritime réunis. Et c'est là qu'intervient InCooling, qui se concentre sur l'augmentation de l'efficacité énergétique via des pratiques de refroidissement plus durables dans le centre de données. Leur système de refroidissement est une installation directe sur la puce qui traite le problème de la chaleur directement à la source, ce qui signifie qu'aucune énergie n'est gaspillée pour refroidir l'infrastructure qui n'en a plus besoin. Alors, le future of work, alors naturellement, et ça, on commence les uns les autres à être habitués à voir ce type de thématique depuis qu'on connaît cette crise sanitaire il y a 2 ans. En fait, le future of work, en fait, le travail et surtout le télétravail comme moteur de l'innovation. Donc, à mesure que le télétravail s'impose dans nos habitudes, d'ailleurs, nous-mêmes, habituellement, on fait ce débriefing plutôt en présentiel avec chacun d'entre vous à nos côtés. On s'est habitué à le faire autrement. Et donc, les habitudes des collaborateurs changent et donc des nouveaux appareils viennent répondre à ces nouveaux besoins. Des startups, d'ailleurs, proposent aussi des produits qui améliorent les interactions humaines et à distance. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. La première d'entre elles, Startup La Vitre, c'est l'une des attractions de l'allée French Tech. Quoi de mieux finalement qu'un salon comme celui-ci pour montrer comment ça fonctionne, puisque ce salon se déroule à 9000 km
de l'endroit où est aujourd'hui installée cette start-up. En fait, la vitre, c'est quoi? C'est un écran à taille humaine qui permet à des interlocuteurs d'interagir comme s'ils étaient physiquement ensemble. Donc c'est assez impressionnant. Et qu'ils soient à un étage, dans une pièce, dans une ville différente, l'écran tactile qui est équipé d'une caméra, d'un micro, d'une enceinte, va abolir en fait cette distance. C'est une forme de fenêtre ouverte sur le monde. Un petit toc-toc très simplement à l'écran suffit à alerter votre interlocuteur qui se trouve à distance pour très simplement échanger avec lui en français, mais aussi en permettant de le faire avec une traduction automatique qui est faite avec les outils qui ont été intégrés dans les visites. C'était assez bluffant d'ailleurs lorsqu'on faisait ce test sur nos stands. Et les visiteurs, et notamment les visiteurs asiatiques qui venaient sur leur stand, étaient assez impressionnés de cette capacité que proposait cette start-up à permettre cet échange dans une langue différente. Et ça quasiment de façon très fluide. C'est près de 60 langues aujourd'hui qui sont couvertes par la vitre. Alors, ce que vous voyez peut-être juste pour l'anecdote, puisque quand on est dans un salon comme celui-ci, il faut aussi réussir à se faire remarquer, ce qui n'est pas simple, comme vous l'avez vu, compte tenu de la richesse des innovations. Eh bien, on avait une personne quand même qui était... Enfin, ils avaient, parce que moi, c'était la start-up qui mobilisait ses collaborateurs entre 17h et 3h du matin, heure française, pour faire le show à distance et interagir avec l'ensemble des visiteurs qui déambulaient dans les allées de la French Tech. Et donc là, très simplement, c'était l'un des collaborateurs qui animait une séance de danse collective et qui faisait danser tous les animateurs des autres stands. Donc on pourra poser des questions tout à l'heure à son patron qui sera en direct également avec nous. La seconde start-up dont on souhaitait vous parler, c'est une start-up qui répond à un problème assez récurrent dans les entreprises. En fait, elle répond au problème des gobelets tout simplement dans l'entreprise. Et d'ailleurs, AOUM, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est juste l'acronyme de « Arrêtons l'usage unique maintenant ». En fait, c'est un appareil qui est capable de laver, de sécher un verre en 10 secondes et sans utilisation de produits chimiques avec à peine 2 centilitres d'eau. Donc autant vous dire, vous pouvez le mettre quasiment partout dans votre entreprise, même si vous n'avez pas un point d'eau pour le faire. La machine, ça fonctionne comment, hein? En fait, ça permet de se débarrasser très simplement de ces gobelets de bureau. Et la machine va propulser en fait, dans le verre que vous allez utiliser de la vapeur à 140 degrés pendant une dizaine de secondes afin d'assurer le lavage et la désinfection d'un verre, dont plusieurs exemplaires sont fournis. Et toute la procédure est silencieuse et vraiment la démonstration à laquelle on a pu assister était assez impressionnante. Donc, je pense, avec Thomas, je ne sais pas si tu es d'accord, je pense qu'on en aura, enfin en tout cas nous on va en avoir usage et il faut qu'on montre l'exemple. Si on ne le fait pas nous, qui le fera? Alors sur la dernière start-up que je souhaitais vous présenter sur ce sujet-là en particulier, c'est une start-up qui s'appelle Spock. Alors rien à voir avec Star Trek, vous l'avez compris. Enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît Star Trek d'ailleurs. Spock, c'est quoi? Avec le télétravail, on s'est tous les uns et les autres habitués à faire des conférences à distance, et notamment des Zooms et autres outils pour le faire. Et bien en fait, cette start-up, elle se propose très simplement de faire une forme de procès verbal de votre réunion. Donc, c'est plugué sur votre système et en fait, elle va faire du speech to text afin de pouvoir garder trace de tout ou partie de la réunion et d'en faire un compte rendu très simplement. Sur le dernier thème qui va être abordé, la Smart City, Thomas. Alors, la Smart City, attends, je te remercie. La Smart L'avant-dernière, tout à fait. La Smart City est également présente cette année au salon. Alors, la maison est de plus en plus intelligente avec des nouveaux produits connectés pour tous les coins de la maison. Toutefois, rien de révolutionnaire cette année. Côté Smart City, la 5G est un peu moins surreprésentée. Les produits sont plus ciblés avec des solutions tech qui permettent d'optimiser les infrastructures urbaines surtout. Commençons d'ailleurs par la start-up française Life Air, qui offre la première solution de détection du niveau de pollen dans l'air pour les collectivités. Ce service de prévention pour les allergiques au pollen associe un capteur optique miniaturisé, co-développé avec le CNRS, récompensé et breveté, à des algorithmes d'IA pour délivrer des informations pertinentes aux personnes souffrant d'allergie au pollen. Alors, ils reçoivent en direct une alerte avant d'être malades et peuvent adapter leur comportement et traitement. Ça peut paraître un peu spécifique comme start-up, comme projet présenté. Toutefois, il est estimé que 20% de la population occidentale est allergique au pollen aujourd'hui, avec une prévision de 50% en 2050. Du coup, il est peut-être intéressant pour les collectivités de se préoccuper de cette donnée-là dans la manière dont ils captent les informations au sein de leur ville.
Bref, une autre manière intelligente d'adresser les enjeux de la pollution de l'air pour les collectivités. Second produit, alors c'est un produit beaucoup plus technique, c'est le DigiTX 64G qui permet d'optimiser le parc de déploiement des bornes mobiles pour les villes. Dans le détail, il s'agit d'un routeur 5G haute performance et haute qualité pour le déploiement mobile complexe, notamment les systèmes de transit et de transport. Le DigiTX 64G, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, tout à fait, est donc construit pour gérer les exigences physiques des environnements mobiles, tels que les systèmes ferroviaires, par exemple, et le routeur est idéal pour les villes qui cherchent à moderniser et à connecter leurs transports en commun. Alors, c'est clairement pas l'innovation la plus sexy, mais c'est un vrai produit tech dédié à la 5G au service de la ville, ce qui sort un petit peu des concepts 5G qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Next, c'est le produit de Brain Creator qui présentait cette année l'inspecteur numérique InSpec. Alors, toujours dans l'optique de rendre les villes plus intelligentes, cet outil effectue une identification en temps réel des anomalies de la route et de son niveau de dégradation. Les bénéfices sont assez simples. C'est des heures d'examen manuel éliminées, des risques d'incohérence humaine exclus, le maintien d'infrastructures en temps réel à moindre coût pour les entreprises et les collectivités, et enfin, le respect des exigences réglementaires. Et enfin, sur cette thématique, je souhaitais vous présenter Agrov, le premier système connecté 100% dédié à l'agriculture urbaine, durable et collaborative. C'est la seule start-up française distinguée cette année d'un CES Innovation Award dans la catégorie Smart City. En gros, qu'est-ce que fait Agrov? Elle propose des parcelles de culture potagère verticales, connectées et modulables, conçues pour transformer l'espace urbain en véritable zone de reconnexion à la nature. L'objectif est de faciliter le déploiement de jardins partagés en zone urbaine en s'appuyant sur une éco-conception et des capteurs climatiques afin d'optimiser notamment certaines tâches comme l'arrosage selon les besoins précis de chaque plante qui sera mis dans ces jardins. Allez, dernière thématique que nous souhaitions aborder avec vous, c'est le sujet de la mobilité et plus globalement également du transport. Comme je vous le disais en introduction, depuis quelques années, le CES de Las Vegas est également devenu le salon de l'auto. Des grandes marques sont généralement présentes, des grands constructeurs sont présents, d'ailleurs certaines fois au détriment peut-être des salons auto traditionnels tels qu'on les connaissait avant. Alors cette année était une année quand même assez spéciale, vous l'aurez compris, puisque les grands groupes de façon générale étaient un peu moins présents et les constructeurs automobiles également. Ce qui est intéressant quand même de constater, c'est que finalement, l'électrification de ces véhicules, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ces véhicules, la porte ouverte finalement faite par Tesla, on se rend compte que c'est un marché qui, contrairement à ce que je pensais initialement, commence à être disrupté. En tout cas, on voit arriver des nouveaux acteurs dans le monde de l'automobile qui ne sont pas des acteurs traditionnels. En tout cas, on ne se serait jamais attendu qu'un constructeur de la PS5 fasse une filiale automobile. D'ailleurs, Sony était présent sur site avec son concept car. Alors, je ne sais même pas si c'est un concept car, je crois que c'est plutôt un prototype qui sera commercialisé. Donc, on voit bien que c'est un monde qui évolue et qui change extrêmement vite le secteur de l'automobile. Alors, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est quelques startups qui m'ont marqué. La première d'entre elles s'appelle Wattpark. Elle commence à être de plus en plus connue. En fait, elle répond à deux problèmes majeurs. D'une part, en tout cas lorsqu'on devient un utilisateur de voitures électriques, ce qui est compliqué, c'est de trouver une borne de recharge toutes les fois où on n'est pas en zone urbaine. Donc, ça, c'est le premier problème que l'on rencontre. Et le second, quand vous voulez installer votre propre borne dans votre maison, ça coûte cher, ça coûte environ 2 000 €. Comment faire en fait pour rentabiliser cet investissement que vous faites? Et donc, elle vient répondre à ces deux sujets-là. C'est la première borne de recharge réservable et monétisable par les particuliers. Ça s'adresse également bien sûr aux entreprises et aux collectivités. En gros, elle se définit comme le Airbnb de la borne électrique. Et finalement, comment ça marche? C'est assez simple. Une fois que vous l'avez installé à votre domicile, vous avez une application qui va vous permettre de paramétrer les créneaux de disponibilité, c'est-à-dire toutes les fois où vous allez donner usage de votre borne à des acteurs externes, le tarif, le tarif horaire que vous souhaitez pratiquer. Et puis ensuite, c'est très simple, une fois que vous avez défini tout ça. Comment ça s'est déconnecté? Mais non, il y a marqué on air là, c'est revenu je pense.
Voilà, donc on a eu, semble-t-il, une petite coupure, mais on est revenu au direct. Donc, alors je ne sais pas à quel moment ça s'est déconnecté, juste pour en résumer, on prend une application, grâce à cette application Wattpark, on peut très simplement définir les plages horaires qui permettent à des utilisateurs de venir se recharger. Vous monétisez tout ça, ce qui vous permet de rentabiliser, vous l'avez compris, l'installation de votre borne. Autre startup qui a retenu notre attention, c'est une startup qui s'appelle Apex.ai. Alors, l'image que j'ai choisie pour vous la présenter, c'est l'image d'une formule Indie qui utilise une partie du savoir-faire de cette startup. C'est une startup qui développe finalement un logiciel assez révolutionnaire pour la mobilité et c'est beaucoup inspiré sur les principes de fonctionnement de l'iOS d'Apple. Ça veut dire quoi quand je dis ça? En fait, elle présente un système d'exploitation de bout en bout, certifié et sécurisé. Et en fait, à l'instar du kit de développement qu'a développé Apple, eh bien, en fait, elle va permettre pratiquement à tout le monde de créer une application et ensuite de pouvoir programmer plus facilement le véhicule assez simplement. Donc d'ores et déjà, en fait, c'est une startup qui est soutenue par Toyota, Volvo, la branche VC également de Jaguar, Land Rover, Continental et tant d'autres. Pas peut-être, c'est la dernière startup qui a retenu mon attention. Alors, ce n'est pas moi que vous voyez, même si j'aurais bien aimé être dans ce drone de transport. C'est un drone de transport qui s'appelle le SkyDrive. En fait, il me semble d'ailleurs. Alors, voilà, j'ai eu la chance avec Thomas de l'essayer, mais en statique, donc c'est moins impressionnant que l'image qu'on voit là. Et puis, on n'avait pas suffisamment d'auteur sous plafond lorsqu'on est dans le CES pour pouvoir s'envoler. Néanmoins, quand on parle de mobilité, c'est difficile de ne pas parler de ce type de moyens de transport. Et cette start-up, en fait, elle dit vouloir faire de ces véhicules sans émission quelque chose qui rentre dans l'usage commun, en fait, que ça puisse très simplement décoller et atterrir dans nos parkings ou les héliports, au sommet de bâtiments, faire des voyages aériens de porte à porte en choisissant finalement ce nouveau moyen de transport. Elle a obtenu un certificat de sécurité du ministère japonais des infrastructures, des transports et du tourisme. Donc c'est un premier pas qui est fait quand même sur la mise en marché possible de ce type de moyens de transport. Et l'objectif, en tout cas, c'est d'en avoir deux assez rapidement, d'en mettre en place un déjà assez rapidement et d'avoir une prochaine version avec 2 places dans les années à venir. Voilà, on en est à l'étape de nos coups de cœur avant de passer à la table ronde. Nos coups de cœur, alors le premier coup de cœur que je vous propose, c'est l'outil, le logiciel Killing by Cléon. C'est une startup qui est coréenne. Alors pourquoi elle retient mon attention? En fait, ce serait génial si tout ce qu'on a raconté avec Thomas, on pouvait le diffuser à l'international dans la langue du pays de diffusion. Et pour faire ça, on voit bien que ce n'est pas simple. C'est-à-dire soit on fait appel à des doubleurs, mais ça n'a pas trop d'intérêt et puis ça coûte quand même très cher. Soit on fait appel à cette start-up. Qui va faire quoi, cette start-up? Elle va très simplement et de façon automatique doubler tout ce que l'on a raconté. Elle va emprunter nos voix au moment où elle va traduire ce que l'on a dit. Et surtout, elle va retravailler le mouvement de nos lèvres pour que nos lèvres correspondent bien aux mots que nous utilisons dans la langue étrangère. Donc voilà en quoi cette startup, je trouve qu'elle fait sens dans un monde où aujourd'hui, de plus en plus, les uns et les autres, sans pour autant être un média, nous construisons des contenus vidéo. Mes deux coups de cœur, sont des produits tech, voire des gadgets tech, ce qui, rappelons-le, est historiquement l'essence même du salon. Et du coup, mon premier coup de cœur est dédié à Pose, qui a créé une pochette connectée pour déconnecter à destination des ados. Le principe, il est assez simple. Une fois le téléphone des adolescents rangé dans la housse, il est coupé et plus l'appareil passe de temps dans ces conditions, plus son utilisateur gagne des points. Ces points sont cumulés sur l'application éponyme et en fonction des efforts faits par les adolescents, ils peuvent négocier des récompenses avec leurs parents. Et j'avoue que, à titre personnel, c'est plutôt utile. Deuxième coup de cœur, pour terminer cette première séquence, la station d'observation des étoiles intelligentes Vespera de Vaonis. Alors en règle générale, les télescopes personnels nécessitent du temps pour être installés et réglés finement. Le télescope Vespera élimine les difficultés liées aux configurations actuelles des télescopes, car il gère automatiquement les réglages grâce à notamment une application mobile. Et une fois connecté à l'application, les utilisateurs peuvent simplement choisir le type d'étoile qu'ils souhaitent capturer, qu'il s'agisse d'une nébuleuse proche, de galaxies entières ou de notre plus proche voisine, la Lune. Le télescope les trouvera et les photographiera.
Alors, à défaut de voyager dans l'espace à bord d'une navette de SpaceX, je peux désormais observer les étoiles comme jamais. Merci Thomas. Il est temps pour nous de passer à la deuxième séquence, surtout de donner la parole cette fois-ci à ceux qui ont fait le CES de Las Vegas, soit en tant qu'exposants, soit en tant que visiteurs. Ce que je propose en régie, si tu peux remettre le son du PowerPoint. Voilà, super. Donc on va passer juste un petit générique très rapide. Le temps pour nous de demander à nos invités de nous rejoindre sur le plateau. Nous allons accueillir Romuald Boulanger, qui est le CEO fondateur de La Vitre, Éric Fintin, qui est le Chief Operating Officer de Software République de Renault, Ben Marel, qui est le cofondateur de Brega, et enfin Audrey Van der Steen, Startup Manager du Village Baïsa. Il fallait forcément que je me trompe comme d'habitude. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on accueille... dans la F1, toi. Ouais, voilà, c'est l'IndyCar, F1, voilà. Allez, à tout de suite pour la deuxième séquence de notre événement. Merci à vous. En tout cas, je suis très heureux d'accueillir Éric Fintin, donc Chief Operating Officer chez Software République dans le groupe Renault, Ben Marel, qui est le cofondateur de Brega. Bonjour. Audrey Van der Steen, et non pas Verstappen. Je suis un fan de Formule 1, je suis vraiment désolé. Mais tu pourras me signer un autographe. Et qui est Startup Manager au Village et qui a accompagné notre délégation cette année. Et puis, nous avons également à distance, donc on va peut-être démarrer d'ailleurs par Romuald Boulanger, qui est le cofondateur de La Vitre, qui malheureusement a été testé positif. Alors heureusement pour nous, il n'est pas avec nous, mais voilà, on va le prendre à distance. Il sera par Zoom. Alors on va essayer de se connecter avec lui. Voilà, il faut... il y a un petit réglage juste sur la télé, voilà, pour qu'on puisse l'entendre. Bonjour Romuald, est-ce que tu nous entends? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Alors, on va mettre un tout petit peu plus fort parce que nous, on ne t'entend pas. Je pense qu'à distance, tout le monde t'entend. Alors déjà, on va prendre tes nouvelles de santé. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. Bon, un petit peu malade là, ce week-end. Ça va un peu mieux. Mais effectivement, le test d'hier était positif. Donc, depuis le CES, on fait les tests tous les 2 jours. Négatif jusque-là, mais voilà, celui d'hier, positif. Je pense que ça a été le stress de tout le monde. Déjà, c'était de réussir à se qualifier pour y aller avec un test négatif et ensuite se qualifier pour revenir. Donc, tu as réussi les 2 tests. Bon, maintenant, voilà, On a réussi les 2 tests. On a réussi à 8. On était 8 et les 8 ont réussi les 2 tests. Bon, en tout cas, je suis très content de t'avoir avec nous. Déjà, j'ai expliqué ce que tu faisais tout à l'heure, mais je pense que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu peux nous rappeler, avec tes mots à toi, ce qu'est La Vitre? Bien sûr, déjà aussi, on est ravis d'être là. Donc, La Vitre, effectivement, c'est une solution qu'on a créée qui permet de rendre possible un échange et une collaboration en face à face, de plein pied, comme si on est physiquement dans la même pièce. Donc, que ce soit pour des équipes multisites, ou pour toute situation où on ressent le besoin d'un contact humain. C'est-à-dire qu'on travaille sur différentes verticales, que ce soit pour de l'accueil dans un hôtel, parler à un expert, un corner de marque, de la formation, ou voire encore des sujets qu'on a actuellement dans le domaine de la santé. Et en gros, l'idée générale, c'est de rendre les bonnes personnes accessibles aux bons endroits. Merci Romuald. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi le salon du CES de Las Vegas est important quand on est une start-up comme La Vitre? Pourquoi y êtes-vous allé cette année? Est-ce que c'était la première fois d'ailleurs? Alors, c'était la première fois, effectivement. C'était la première fois qu'on y allait. Tant en tant que personne qu'en tant qu'exposant. Nous, en fait, on avait fait notre premier Vivatech donc, en juin. Et le CES semblait la grande étape suivante, logique, qu'on ne pensait pas faire si tôt. On avait en tête de le faire, mais pas si tôt parce que ce n'est pas si simple d'aller au CES. Ça s'est fait notamment en grande partie grâce à notre rencontre quelques temps auparavant. Et pour nous, ça nous semblait important et pour plusieurs sujets. Le premier, c'est que c'est un bon indicateur aussi pour nos clients. Donc, effectivement, il y a pas mal de startups qui vont là-bas en n'étant pas encore sur le marché. Nous, on est déjà sur le marché français et un petit peu européen. Et donc,
c'est un point qui crédibilise aussi quelque part la solution, parce qu'il y a quand même différentes étapes à passer pour aller au CES. L'autre point, c'était aussi pour l'aspect médiatique, donc faire connaître le produit. Et puis, aller à la rencontre en fait, de nos futurs clients internationaux, que ce soit pour échanger avec des personnes de nationalités et de cultures différentes, parce qu'on sait qu'en fonction des pays, les gens n'ont pas forcément le même attrait, la même manière de travailler. Et donc, on voulait un peu pouvoir échanger, prendre des feedbacks et découvrir comment les gens appréhendaient la solution qu'on leur propose. Romuald, comme tu disais, c'est pas simple d'aller au CES, ne serait-ce qu'en termes de logistique, en termes financiers. Vous étiez 8 sur place. Est-ce une opération rentable? Alors, une opération rentable, bon, après 2 semaines, c'est encore un peu tôt pour le dire. En tout cas, tous les indicateurs sont au vert, puisque, alors, en plus, on s'est dit, donc, quitte à y aller, autant y aller à fond. Donc, voilà, effectivement, on y allait à 8. On a essayé de se donner les moyens le plus possible. Maintenant, tout est assez positif parce qu'on a eu beaucoup de contacts. On a environ 250 personnes qualifiées. On a des discussions, plusieurs discussions qui sont en cours post-événement, donc sur lesquelles on commence à échanger où des projets se dessinent. On a pu, en fait, on avait une volonté, c'était de pouvoir ouvrir un showroom à San Francisco, et c'est en train de se faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont positives. As-tu une rencontre marquante à partager avec nous au cours de cette édition? Il y en a eu plusieurs. On a eu plusieurs rencontres, mais effectivement, si je dois en choisir une, c'est celle de Cyril Guiraud, donc de Theta, où finalement, on s'est rencontrés avant même d'arriver sur le salon. Et c'est là qu'on se rend compte que le CES, ce n'est pas que le moment où le salon ouvre ses portes, mais c'est bien en amont, que ce soit dans les échanges avec tous les acteurs de la French Tech, etc. Et là, on a loupé la même connexion à Atlanta. On s'est retrouvé dans la file de la douane ensemble, et on a commencé à discuter. Lui connaissait, avait déjà entendu parler de la vitre, mais sans l'avoir vu. Et finalement, on a échangé, vu qu'il y avait des synergies possibles. Une fois que le salon a ouvert, il est passé sur notre stand, il a découvert la vitre, et il est revenu après avec un de ses clients pour un projet concret. Donc, si tout se passe bien, on devrait faire des choses ensemble. Donc, voilà, c'était une rencontre assez intéressante. Mais je trouve que ton exemple est très bon parce qu'en fait, le CES de Las Vegas, ça démarre déjà dès les premiers mois de la préparation, pour nous les Français, donc en France. Et même chaque année, en tout cas, dès l'aéroport, j'allais dire, lorsqu'on a toute la communauté française entrepreneuriale, qu'on soit start-up, investisseurs, clients, tout le monde se rencontre et les deals et les rencontres commencent déjà à se faire à l'aéroport, voire dans l'avion. Donc c'est un très bon exemple. Et puis là, c'est un exemple... en tout cas, j'espère que tu vas réussir à concrétiser. Un grand merci à toi, Romuald. On te souhaite un très bon rétablissement. On va te laisser te reposer et on se revoit bientôt au village. Merci à vous. Salut. Encore... sur le plateau. Je m'adresse à toi, Ben. Donc, tu es un des cofondateurs de Brega. Alors, même si, j'allais dire, tous ceux qui nous écoutent doivent connaître Brega, je trouve intéressant que nous le redisent aussi avec tes mots. Brega, vous faites quoi chez Brega ? Écoute, en quelques mots, Brega, fonds d'investissement dans la tech, fonds d'entrepreneurs, parce que j'ai fondé ça avec mes 2 associés, Max et François, au closing de notre premier fonds en 2015. Entrepreneur du sol au plafond, parce qu'aujourd'hui, toute l'équipe d'investissement chez Brega a forcément monté une boîte, et pas des moindres. C'est vrai dans nos bureaux à Paris, dans nos bureaux à Londres, et nous aussi, et je pense que c'est notre ADN d'entrepreneur qui fait ça. Et voilà, on investit dans des startups technologiques européennes depuis le pré-seed, tout début, vraiment une idée, quelques slides, jusqu'à la série A maintenant, avec pas mal de fonds sous gestion. Donc voilà, des nouvelles à suivre dans les journaux. Oui, parce que vous avez eu, c'est ce que je vais dire, vous avez eu une belle actu cette semaine, je te laisse en parler, alors vas-y, j'allais te lancer là-dessus de toute façon, vas-y. C'est une des actus de la semaine, effectivement, la 25e licorne française, la première industrielle Exotech,
dont on est un des investisseurs du tout début et le seul à les avoir suivis à chaque tour de financement depuis le démarrage. Donc voilà, c'est effectivement un effort de guerre et une startup qu'on suit beaucoup chez Brega avec tout notre rapport, au-delà de l'argent, qui est symptomatique et épique de ce que l'on fait. C'est voilà, le soutien de notre équipe opérationnelle. On a 10 personnes qui bossent pour nos startups aujourd'hui, que ce soit le talent, l'organisation, le marketing, la com. Donc voilà, ça a porté ses fruits et on espère qu'il y en aura d'autres. Il y en a quelques-unes dans les cartons qui vont pas tarder, je pense. Alors, chaque année, vous êtes... il faut se rapprocher des micros, me dit-on. Voilà. Voilà. Rapprochez-vous des micros. Moi, j'ai pas besoin, Thomas. Non, c'est super. Voilà. Donc comme ça, vous avez toutes les coulisses. Est-ce qu'on peut juste éteindre le micro de la télé, le son de la télé. Voilà. Donc pour une autre question, moi, ça fait 6 ans que je fais le CES. Ça fait 6 ans que je te croise là-bas. Alors peut-être que tu t'y allais même avant. Je ne sais pas. Mais c'est quoi l'intérêt pour un fonds d'investissement comme le tien d'aller au CES de Las Vegas? Tu cherches ton prochain exotech, c'est quoi l'objectif? C'est exactement ça. En fait, l'objectif. Tu nous diras si tu l'as trouvé cette année, mais bon. C'est toujours à la fin du bal qu'on peut l'orchestre. Eh oui, c'est raison. Aujourd'hui, on verra à la fin. Vas-y. Mais oui, l'objectif, il est très clair. Il est premièrement faire un peu un US tour. C'est un peu comme les Rolling Stones ou les stars du rock. Et donc, quand on va au CES de Las Vegas, on s'arrête en général à San Francisco, on repart par New York et puis on rentre à la maison. Donc, on voit un peu tout l'écosystème américain cette fois-là dans l'année. Et au CES à proprement parler, on retrouve des clients à nous, des investisseurs, dont le groupe Crédit Agricole, dont d'autres LP américains ou européens, et puis effectivement des startups, soit des boîtes de notre portefeuille dans lesquelles on a déjà investi et qu'on va soutenir sur place. Cette année, il y avait Highlight, nos amis toulousains, effectivement, qui étaient au CES avec leur démo produit qui est assez incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On aurait pu en parler effectivement. Mais vas-y. Vas-y, tu peux en dire 2 mots parce que c'est génial ce qu'ils font. Exactement. Highlight, c'est de l'affichage sur vitre. Donc ça. Ils ont démarré, si je ne me trompe pas, avec les casques, non? Exactement. Ils ont commencé avec des casques moto. Et là, ils sont en train de dérouler leurs produits dans les voitures. Donc, ils font de l'affichage tête haute, grand angle, vision lointaine sur n'importe quel type de support vitré, notamment les pare-brises. Donc, ça va intéresser nos amis de chez Renault avec qui ils discutent évidemment. Donc, je ne veux pas dévoiler des partenariats éventuels. Attention, on est enregistré. Mais donc, effectivement, la démo produit sur place avec une voiture était incroyable. Udelv, qui fait aussi développe des véhicules autonomes de livraison électrique, donc en partenariat avec Mobileye et Intel, qui étaient sur place au CES. Donc, ça permet ça, le CES. Et puis, ça permet aussi effectivement de voir les tendances et d'observer les choses que l'on aurait pu rater, parce qu'effectivement, en tant investisseur dans la tech, on voit beaucoup de choses, on est exposé à énormément d'innovations et de startups, mais parfois il y a des tendances qui naissent dans d'autres régions du monde, et comme le CES est un événement mondial, ça permet de suivre ce qui s'y passe, et puis de se confronter aussi à ce qui sort chez les grands groupes, parce qu'en fait finalement, nous on est confrontés au quotidien avec des startups, et pour éviter d'être dans une petite bulle et de se persuader que les choses vont dans la direction dans laquelle on croit, voir ce que font les grands groupes, ce qu'ils ont dans leur roadmap, ce qu'ils sont en train de projeter, c'est aussi important pour nous, et donc c'est toujours un bon moment, une bonne pause pour redémarrer l'année avec les batteries chargées. Est-ce que les tendances que tu captes sur place, ce sont des éléments que tu vas intégrer dans tes décisions d'investissement futures, tu vois? Est-ce que tu te nourris de ça également au moment où tu étudies les dossiers et le potentiel des startups qui se présentent à toi? Ouais, forcément, ça fait partie de la veille sur une partie du métier d'investisseur en capital, early stage. C'est vrai que pour être passé de l'autre côté de la barrière il y a quelques années maintenant, il faut essayer d'imaginer le futur. Et donc, parfois, on se trompe, même souvent d'ailleurs, parce que c'est très difficile. Sinon, on serait tous Madame Irma. Donc, donner le futur, c'est pas facile. Mais il faut essayer d'imaginer ces directions, ce que peuvent devenir le monde du travail, le monde de la santé, le monde du sport, et voir quelles pourraient être les pistes qui feront légion et qui feront référence. Et parfois, il y a des fails astronomiques. Et on se rassure toujours, parce que les Américains, ça fait 70 ans qu'ils font ça, du venture capital, et ça fait 70 ans que même les plus gros noms de la vallée perdent de l'argent sur certaines boîtes qui ne marchent pas. Donc il faut se rassurer. C'est important de le dire aussi. Exactement, c'est important de le dire, ça fait partie du modèle. Ouais. L'important, c'est que celles qui marchent très très bien, et puis parfois ça ne marche pas, on se trompe, et soit on se trompe d'équipe, ça c'est la vie, et ça arrive souvent aussi, c'est comme dans le recrutement finalement, quand on recrute, pour ceux d'entre vous qui le font. Quand déjà tu fais du 1 sur 2, c'est que tu étais un très bon recruteur. Donc dans les startups, c'est un peu pareil, tu recrutes une équipe que tu vois assez peu finalement, donc il y a ce sujet-là fort, et puis il y a le sujet du time to market, qui est souvent, quand on regarde les statistiques d'échecs dans le monde des startups, c'est le premier ou le deuxième critère selon comment on le regarde. Et ce time to market, il vient justement
du fait de vivre dans cette bulle un peu où on a l'impression, comme dans les années 80, quand les premiers vidéophones France Télécom sont apparus, que tout le monde voulait pouvoir se voir au moment où on s'appelait. C'était pas vrai dans les années 80. Aujourd'hui, c'est quasiment impensable de faire sans ça. Donc on voit bien qu'ils avaient probablement raison trop tôt, mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Oui. Peut-être pour conclure, quelle est la start-up qui t'a marqué? Et bien sûr, c'est pas une start-up dans laquelle tu as investi, sinon ce serait pas drôle. Alors moi, je vais faire une petite parenthèse sportive. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que pour cette fois-ci, au CES de Las Vegas, il y avait une délégation Sports Tech qui était assez importante, notamment pour tout ce qui est sport à la maison. Donc on voit les impacts, malheureusement, des confinements des 2 années qui nous précèdent sur la phosphoration des différents entrepreneurs. Donc tout le monde connaît les Peloton de ce monde. Il y avait aussi tout ce qui était rowing, donc tout ce qui était rameur. Et moi, une qui m'a assez étonné, c'est une boîte qui s'appelle Climber, que vous avez peut-être croisé au CES. C'est une boîte qui fait une espèce de... Comment le décrire, un ustensile de sport à la maison qui s'apparente à une espèce d'échelle de pompier dans lequel on rame de haut en bas, pieds et jambes de manière asynchrone. C'est complètement délire. Et moi qui ai fait tous les stands de Sports Tech, que je suis assez féru de sport, c'était le truc le plus crevant et le plus incroyable qu'il y avait sur place. Donc je suis même reparti avec mon petit sac, ma petite casquette, ma petite bouteille. C'est pas C'est pour donné. ça que je t'ai pas reconnu dans les allées. Ouais. C'est ça, exactement. En tout cas, on voit bien l'importance des débriefs, c'est-à-dire qu'on a tous notre prisme lorsqu'on va sur place, et donc on voit plein de choses et en même temps on en loupe plein. Donc c'est super ce type d'échange pour aller chercher des innovations qu'on n'a pas détectées. Merci à toi, Ben. Ah bah avec plaisir. Je propose qu'on passe à Eric Fintin, donc Chief Operating Officer chez Software République du groupe Renault. Peut-être avant de démarrer, Eric, peux-tu nous en dire un peu plus sur Software République, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a encore effectivement besoin d'un peu de pédagogie autour de cette initiative. Oui, effectivement, bonjour, merci de m'accueillir. C'est effectivement une initiative un peu originale qui a été lancée par Renault et qui regroupe en fait 6 grosses entreprises, on va dire, qui gravitent dans la technologie et de la mobilité. Donc il y a Thales, Orange, Dassault Systèmes, ST Microélectronique et Atos. Donc des grands groupes, on va dire, européens et mondiaux qui finalement s'allient dans une logique de générer des business ensemble pour transformer la mobilité, en particulier avec une grosse dimension software, mais pas que, puisqu'il y a aussi du hardware dans ce que font nos partenaires. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on incube des projets de business. Donc, on n'est pas dans la recherche ou dans des think tanks, on est dans des vrais business qu'on va faire ensemble, avec une dimension qui vous intéresse particulièrement et qui nous intéresse particulièrement, qui sont les startups. On veut que chaque projet inclue au moins une petite entreprise, on va dire, pour quel que soit le nom qu'on y met, parce que on considère que nous, entre grands groupes, on a plein d'assets, mais on a aussi besoin de mettre une dynamique, de mettre à la fois du contenu et du contenant différents pour arriver à générer ces business dans des temps beaucoup plus courts que les temps qui sont les temps habituels de nos grosses industries. Et votre présence au CES cette année, ça s'inscrit dans cette logique-là, ou c'est plus général également pour faire de la veille pour le groupe Renault? Enfin, voilà, comment situez-vous votre présence cette année? Je crois que c'est la première fois que vous vous rendez au CES de Las Vegas. Alors moi à titre personnel, c'est vrai que moi j'ai passé pas mal de temps dans la partie plus traditionnelle de Renault, et là donc c'était aussi une découverte pour moi dans des conditions qui étaient finalement assez intéressante, parce que justement il y avait beaucoup d'exposants et pas beaucoup de monde, donc c'était assez agréable. Non, d'une manière générale, c'est vrai que la délégation pour les contraintes sanitaires était relativement réduite, donc on a, je dirais, porté bien évidemment nos sujets Software République avec aussi nos partenaires qui étaient pour certains sur place, comme Dassault Systèmes, comme Thales qui étaient représentés, et puis aussi, je dirais, pour l'ensemble du groupe, parce qu'il y avait tellement de choses à voir dans les tendances, avec des choses très automobiles, qui semblait important de les capter et du coup maintenant de les partager avec toutes les équipes. Alors, si vous deviez citer les innovations qui vous ont marqué et qui vont nourrir peut-être vos réflexions, sans que, si vous pouvez bien sûr en parler, mais quelles sont celles qui vont peut-être nourrir les réflexions à venir, à la fois de Software République et peut-être de Renault?
Je dirais que là où ça se rejoint complètement, c'est que pour moi, la grande leçon, c'est que le software est quand même roi, même s'il y a plein d'éléments et plein d'exemples que vous avez cités qui sont sur du hardware. Finalement, moi, ça m'a beaucoup frappé les transitions qu'il y a vers le software. En particulier, je prendrais tout l'exemple autour des capteurs, des lidars, etc., enfin de tous les capteurs, où finalement, on arrive à remplacer des éléments de hardware extrêmement chers, extrêmement compliqués, par des éléments de software, alors qui sont certes très compliqués aussi, mais finalement plus simples à implémenter. J'ai vu beaucoup d'exemples où avec des caméras à $5, on arrive à faire des choses incroyables qui peuvent remplacer des technologies à plusieurs centaines de dollars. Donc c'est un exemple, mais il y en a pas mal autour de ces transformations de software. Je pense que le rôle du software aussi dans la voiture, vous avez cité Apex.ai qui est au cœur de ce middleware, qui est au cœur des nouvelles architectures des voitures. Et donc là, c'est pareil, c'est une tendance qui me semble très lourde. Après, en creux, moi j'ai été frappé par deux tendances qui n'y étaient pas. CES, et je trouve que c'était intéressant de l'analyser. C'est d'abord le véhicule autonome. Il y avait rien, enfin ou pas grand-chose, je ne vais pas dire rien parce que j'ai sûrement pas tout vu, mais en tout cas peu de choses. Ça ne vous a pas marqué? Ça ne m'a pas marqué, et puis même quand j'écoutais votre synthèse tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de choses là-dessus. Et aussi sur les services de mobilité finalement. Alors il y a les drones, mais sinon sur la partie plus court terme, finalement peu de choses sur les services de mobilité. Donc deux grosses tendances qu'on avait vues dans les années précédentes. Donc ça questionne aussi nous, enfin sur qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, donc je dirais le software très très clairement une des tendances. Et puis après, pour élargir, parce que ce qui est intéressant dans le CES, c'est que bien sûr il y a plein de dimensions automobiles, mais il y a plein d'autres secteurs. Vous avez parlé par exemple de la e-santé, et donc moi je vois beaucoup de connexions qu'on peut faire entre, par exemple, la e-santé et l'automobile. Je pense à tous les systèmes pour empêcher l'endormissement, même des systèmes qu'on a vus autour du contrôle thermique dans la voiture, en prenant, finalement, détectant comment vous êtes habillé, votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire. Voilà, des connexions avec d'autres domaines qui sont particulièrement riches. Alors, post-CES, vous me disiez tout à l'heure, avant le démarrage de ce retour d'expérience, c'est que vous en avez profité pour faire un stop à San Francisco, pour aller visiter aussi l'écosystème local. Donc, ça faisait partie de cette learning experience, à la fois d'aller voir des exposants, mais aussi des acteurs déjà installés, locaux. Oui, alors sachant que nous, on était très centré start-up, plus que grand groupe, parce que je vous l'ai dit, dans l'ADN de Software République, il y avait besoin de capter les start-up, et l'idée, c'était effectivement Alors, finalement, il y a 3 cas dans les startups qu'on rencontre, que ce soit à Las Vegas ou dans la Silicon Valley. C'était soit véritablement de lancer des partenariats, voire d'incubation, puisque on est en train de lancer l'incubateur de Software République, potentiellement des investissements, donc vraiment très direct. Ensuite, il peut y avoir des choses aussi plus indirectes, et en particulier l'écosystème américain, avec des startups qui sont présentes aux États-Unis et qui veulent ou qui ne veulent pas se développer sur le marché européen, mais ça peut, je dirais, donner des perspectives intéressantes. Et puis le dernier point, c'est tout simplement pour trouver des idées. Et là-dessus, il y en a plein. Donc voilà, donc les deux côtés étaient très intéressants et finalement très riches, malgré le contexte sanitaire. Ma dernière question peut-être, autour de la présence ou pas de Renault à un salon comme celui-ci. Je ne crois pas que vous étiez déjà présent les années précédentes, je n'ai pas le souvenir. Non. Est-ce que c'est quelque chose à imaginer dans le futur ou Écoutez, je pense que ça reste un salon qui en tout cas pour les grandes marques, est très centré sur le marché américain quand même. Oui, donc nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout en Amérique du Nord. Donc je ne pense pas que ça soit un sujet d'actualité. Par contre, clairement, pour Software République, c'est un endroit extrêmement important. On a vocation à créer des produits, des services qui vont être vendus à d'autres constructeurs. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif pour Renault ou pour Thales, etc. Et donc, un jour, quand on aura étoffé notre portefeuille et de projets et de start-up autour, pourquoi pas. Mais je dirais que, en tout cas, pour moi, ça va rester un élément incontournable de la vie de Software République, parce que quand je vois l'ensemble des contacts qu'on a eu déjà depuis, dans 10 jours suite à cette semaine américaine, je me dis que c'est un accélérateur incroyable pour nos projets. Merci Eric pour votre témoignage et votre retour d'expérience. Les questions maintenant, je vais les poser à Audrey Vandersteen, qui est Startup Manager au Village Baïséa à Paris. Bonjour Audrey.
Alors, en quoi est-ce important pour une structure d'accompagnement comme le village d'être au CES, d'y être quasiment depuis 6 ans? Notre métier au village, c'est start-up d'accompagnement et d'accompagner les grands groupes, les corporates dans leur démarche d'innovation. Et donc, on accompagne évidemment avec le CES, donner une idée sur les startups qui étaient sur le pavillon français. On avait cette année 13 startups qui sont aujourd'hui accompagnées par un village du réseau des villages, ce qui représente à peu près 10% de la French Tech. Et donc pour nous, le CES est un événement inratable, à même titre que Vivatech. Et on en profite aussi pour accompagner des dirigeants de grands groupes, pour les aider à identifier les innovations qui leur permettront de répondre à leurs gros enjeux sur les années suivantes. Et nous, équipe du village, c'est aussi le moment de se nourrir des innovations, des grosses tendances qui vont ensuite guider notre activité sur les années suivantes. Et toi, ton rôle tout particulier sur le dispositif, sur le CES? Moi, mon rôle, il est vraiment dédié start-up. Donc ça commence en amont du CES. Ça passe par la sélection des startups qui sont sur notre stand, ça passe par beaucoup de travail avec Business France pour préparer le stand, préparer les startups au départ, que ce soit via la logistique, via des conseils très concrets sur comment se présenter sur le salon, comment préparer son stand, etc. Et ensuite, sur le stand, encore une fois, très focus startup, ça passe par toujours être alerte sur les potentielles personnalités, les potentielles délégations qui passent dans la journée, alerter les startups pour qu'elles soient prêtes et essayer d'aller capter justement ces personnalités qui pourront les faire gagner en visibilité. Ça passe sur pitcher les startups aux différents visiteurs, aider les startups à gérer un petit peu le flux de visiteurs lorsqu'elles n'ont pas la capacité de pitcher directement leur solution, ce qui a été un petit peu moins le cas cette année. Il y a un gros travail aussi de construction de cette émulation collective qui est nécessaire sur le stand, mais qui au final se fait assez naturellement en vivant cette expérience tous ensemble. Et après, un travail bien sûr d'aller identifier les startups qui sont pertinentes pour le village par la suite sur le stand de la France, donc leur présenter le village et aller identifier les startups qui pourraient ensuite nous rejoindre sur l'année 2022. Le village est exposant aussi. On est exposant, bien sûr, on était avec 5 startups. Quel bilan tires-tu de cette année? Bien, c'était mon premier CES, donc j'ai pas d'éléments de comparaison avec les années précédentes. Mais donc pour moi, bilan très très positif. Je dirais que ça fait beaucoup de bien de se retrouver dans un lieu où les gens sont vraiment là pour se rencontrer physiquement, pour faire du business. On se rend compte que tout ça n'est pas mort, même si on a un petit peu sorti de cette dynamique physique cette dernière année. Donc je dirais un grand bien. C'est aussi hyper dynamisant de voir que le monde de la tech, le monde de l'innovation, surtout français, on avait une grosse représentation des startups françaises cette année, continue. On a juste envie de garder cette dynamique quand on revient au village par la suite. Et je suis encore plus motivée pour accompagner ces innovations aujourd'hui. En tout cas, ça donne plein d'énergie, effectivement, pour bien démarrer l'année, je trouve. Et ton job, alors, il s'arrête le dernier jour du CES sur ce sujet-là? Je suis encore là. Non, il ne s'arrête pas le dernier jour du CES. On continue de suivre les startups. Par expérience, on sait que les startups, elles ont entre 3 à 6 mois pour convertir les leads avec les personnes qu'elles ont potentiellement rencontrées pendant le salon. Donc on continue de les suivre, on continue de les motiver pour les aider à convertir au max. Et là, bien sûr, il y a déjà l'organisation de Vivatech qui arrive à grands pas, et même l'organisation du CES 2023 dans les prochains mois, donc on ne s'arrête pas. Allez, si tu avais une start-up coup de cœur à partager avec nous. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le stand français, du coup. Je dirais qu'une start-up qui m'a beaucoup plu, qui était sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Facility, que vous connaissez peut-être, qui est une start-up qui permet d'adapter les affichages des sites internet et des applications pour toutes les personnes fragiles. Donc c'est adapté par exemple aux personnes daltoniennes, aux personnes dyslexiques, aux seniors. Et donc ça s'adapte automatiquement en fonction de la personne qui est face au site internet. Et donc c'était pour moi une très belle start-up qui lutte contre l'exclusion numérique.
Merci Audrey. Il est temps pour nous, en tout cas, de, entre guillemets, rendre l'antenne. On est quasiment dans les délais, 10h11, c'est plutôt pas mal. Franchement, bravo à toutes et à tous. Je vous remercie à nouveau d'être venus dans le studio du village. Donc merci Ben, merci Eric, merci Audrey, merci à Romuald s'il continue à nous écouter. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter du village, sur les comptes LinkedIn. Voilà, et on a été... en tout cas, très heureux de partager ce moment-là avec vous. J'espère que vous l'avez ressenti, j'espère que ça vous a intéressé, ce nouveau format. Il était assez expérimental, vous l'avez compris. On y a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à le faire. Voilà, donc à très vite pour un prochain débriefing peut-être, et ce sera CS de Las Vegas, Vivatech. Vivatech, ouais. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci.